Le sport automobile nous obsède, nous fascine parce que les pilotes, super héros de notre enfance, embrassent la mort à chacune bien sûr de leurs sorties, ce qui le rend encore une fois un peu plus vivant que nous, communs des mortels. Comme Senna en son temps, le quintuple champion du monde Lewis Hamilton l'a rappelé samedi, ne minimisons jamais les risques conscients pris par ces hommes. C'est aussi pour ça qu'on aime la course, c'est aussi pour ça qu'on l'a haï ce week-end de Grand Prix, car la fatalité, le destin nous a pris l'un des plus jeunes et plus talentueux pilotes français 4 ans après Jules Bianchi. Antoine Hubert avait 22 ans et cette émission lui est tout spécialement dédiée à lui, sa famille et ses proches. Salut les amis, on espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, surtout que la F1 et les pistonnés ne vous ont pas trop manqué pendant ces 3 semaines de coupure. On vous rappelle bien évidemment, on se retrouve comme chaque mercredi après chaque Grand Prix et on vous rappelle que vous pouvez bien sûr participer à cette émission via les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr commenter cette émission, donner vos réactions, réagir bien sûr en direct au moment où vous êtes en train bien sûr de la regarder. On regarde tout de suite nous bien sûr le sommaire de cette émission. On va débriefer un week-end belge plutôt douloureux et particulier. On débattra sur bien sûr le transfert de l'été et la nouvelle alliance Ocon-Renault. Est-ce le mariage parfait? C'est la question qu'on va vous poser. On reviendra également dans les news sur le nouveau concept F1 2021 dévoilé la semaine dernière, mais aussi sur l'échange Albon-Gasly. Et puis on terminera bien sûr par un petit quiz aux saveurs italiennes, plein d'arabiata, plein de piment comme vous l'aimez, bien évidemment. On va saluer nos pistonnés en plateau aujourd'hui. Salut Hamza, salut Brice, salut Pierrot. Au-delà du sportif, on en a parlé avant cette émission, du programme, des discussions, des débats qui vont venir dans cette émission. La principale information qui nous a marqué, qui vous a marqué ce week-end, c'est bien sûr la disparition brutale d'Antoine Hubert, survenue lors de la course de Formule 2 à Spa, après un crash d'une violence rare en haut du raidillon, bien sûr, de l'eau rouge. Impossible de commencer cette émission sans vous donner la parole, messieurs, sans vous faire réagir à cette information. Ouais, on a perdu un jeune talent de la filière française de chez Renault. Et puis, moi, je le résume en un seul mot, c'est intelligence de course. Il avait une intelligence de course rare à cet âge-là pour faire justement des courses absolument incroyables. Une gestion des pneus, il avait fait 2 victoires avec une voiture qui n'était pas terrible en F2. Donc, c'est un grand talent qui va nous manquer pour l'avenir du sport automobile français. Ouais, choqué par cette nouvelle. C'est vrai que même nous, on a tendance à oublier que c'est possible, que ça peut arriver, et par des concours de circonstances comme il y a eu ce week-end à Spa, ça peut arriver. Donc c'est tout à fait malheureux pour lui, pour sa famille et pour le sport automobile en général. Ça nous rappelle que il y a du danger tout le temps en F1 et en F2. Ouais, effectivement, on pense à sa famille. C'est un jeune homme de 22 ans, forcément, donc c'est touchant et on pense vraiment à sa famille avant tout. On rappelle, chers amis, bien sûr qu'une enquête est en cours, que l'heure est à l'hommage, bien évidemment au recueillement et absolument pas à la polémique ni au débat, qu'on pense bien évidemment aussi également à Juan Manuel Correa, toujours en soins intensifs au moment où est enregistrée bien sûr cette émission. Show must go on, comme on dit bien sûr dans pareil cas, et on attaque tout de suite le débrief de ce Grand Prix de Belgique 2019. Le Grand Prix de Belgique 2019, 13e rendez-vous du calendrier du championnat du monde, bien sûr, de Formule 1, avec bien sûr la première victoire d'un Monégasque en Formule 1, celle de Charles Leclerc. On regarde tout de suite le classement de ce Grand Prix qui se disputait à Spa. Notez les 2 Mercedes qui complètent ce podium. Albon 5e pour son premier Grand Prix chez Red Bull. À noter également la présence de 2 Racing Point, de 2 Toro Rosso dans les points et Hülkenberg qui sauve l'honneur et la face de Renault dans ce week-end belge. On rappellera également que le Grégario du week-end, Sébastien Vettel, s'est offert le meilleur tour bien sûr de cette course en 1:46.409. Voilà en tout cas pour les informations à retenir concernant ce Grand Prix. Ce qui nous emmène aux 4 enseignements retenus par nos pistonnés cette semaine. On va les apercevoir, les 4 enseignements bien sûr suite à ce Grand Prix de Belgique 2019. Je vous le rappelle qui se disputait à Spa le week-end dernier. Leclerc comme un symbole, Mercedes battu mais toujours là. On jugera également la grande première d'Albon
Alexander Albon chez Red Bull, avant de terminer sur le top flop de ce week-end, le top flop bien sûr de nos pistonnés. Premier enseignement donc, Leclerc comme un symbole, Leclerc étincelant en qualification, dominateur tout le week-end. La première victoire, je vous le disais, d'un Monégasque en F1 dans des circonstances que l'on connaît et que l'on vient bien sûr d'aborder. On rappellera que Leclerc, on va le voir d'ailleurs dans cet habillage, a bénéficié des services de son coéquipier Sébastien Vettel, quadruple champion du monde. Et puis cette petite déclaration qu'il nous disait, Charles Leclerc, preuve également de sa force mentale à l'issue bien sûr de cette course, comment il a pu gérer émotionnellement ce Grand Prix bien sûr de Belgique. Regardez ce qu'il nous disait Charles Leclerc à l'issue de cette course. C'était la première fois que j'étais confronté à perdre quelqu'un sur une piste où il vous faut conduire le lendemain. C'est un défi de fermer la visière, de passer exactement par le même virage à la même vitesse que la veille. Cette victoire de Charles Leclerc, j'imagine qu'elle vous a ému. Elle est émouvante parce que on sait tous les soucis, les problèmes et les tristesses qu'a connu Charles Leclerc dans sa vie par rapport au sport automobile. On pense au décès de son père, on pense au décès de Jules Bianchi, là Antoine Hubert. C'est quelqu'un qui a construit sa carrière avec, dans son parcours, toutes ces épreuves-ci. Et depuis le début de saison, ça ne lui souriait pas. Il y a plein de moments où il avait le rythme, il avait la vitesse et il n'a pas pu convertir ça en victoire. Et c'est ce week-end, un week-end plein d'émotions, un week-end très symbolique pour lui où il aligne tout pour réussir. Ferrari l'aide et c'est une belle chose que ce soit lui en fait. Même Gasly a dit que c'était pour lui ce week-end. Tout le monde voulait que ce soit pour lui ce week-end, même Verstappen l'a dit, donc c'est très beau. Moi, je vais revenir un peu sur l'aspect sportif. Tu l'as dit, Charles Leclerc, il a complètement dominé le week-end. En qualif, il met 7 dixièmes à Vettel. Vettel qui fait une petite erreur, je crois, dans le dernier virage, mais il a dominé, il a surdominé, comme ça avait été un peu le cas en Autriche, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, pour une fois, ça rentre, c'est bon. Comme à Bahreïn, on attend toujours sur Leclerc que lorsqu'il est en train de dominer la course, les 2 fois précédentes, il y a eu un problème moteur, il y a eu un problème sur la stratégie au niveau des pneus en Autriche pour que Verstappen revienne. Et finalement, là, sur ce Grand Prix, tout s'est bien déroulé, mais c'était juste vis-à-vis de Lewis Hamilton, donc un très très grand Charles Leclerc, comme Monsieur Brice Germain l'a dit. Être performant quand on a un tel drame qui survient sur le circuit, parce que c'est pas non plus que personnel, mais c'est aussi sur le circuit, et ça c'est très très compliqué à gérer, donc il a fait une très très belle course. Ferrari a enfin réussi à concrétiser, il était temps, première victoire de la saison. Ferrari a vite compris qu'avec Sébastien Vettel, ce serait compliqué de jouer le doublé parce alors qu'habituellement il parvient à manager ses pneus correctement. Là, il avait des difficultés à les faire tenir. Du coup, Ferrari s'est servi de Vettel et ça paye, puisque Vettel a retenu Hamilton 2 secondes 6 sur 7 tours. Et on voit que Leclerc s'impose avec moins d'une seconde d'écart. Ferrari a fait le boulot, Leclerc a fait le boulot. Maintenant, il faudra voir. On attend une confirmation avant de ça. Moi, par contre, juste pour revenir sur Vettel, ce qui est intéressant, c'est de voir que Ferrari a voulu être proactif dans sa stratégie pour pouvoir essayer d'imposer ça à Mercedes, qui n'a pas flanché. Parce que quand ils font rentrer Sébastien Vettel, ils espèrent justement que Hamilton aille faire protéger l'undercut, on va dire, de Vettel. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé parce qu'ils ont voulu allonger comme Charles Leclerc. Et, c'était la bonne stratégie pour eux. Et puis ils assument derrière. C'est-à-dire qu'ils assument au moment où faut dire à Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, let Charles by. Et je pense que c'est un peu compliqué de dire ça à un quadruple champion du monde quand on a quelqu'un qui a 25 grands prix derrière lui. Donc non, ils ont bien assumé. Et ce que je retiendrai aussi, c'est l'intelligence de course de Leclerc. Après la Hongrie, il avait dit qu'il devait travailler sur sa gestion des pneus. Et je pense que c'est ce qu'il a admirablement fait à Spa, c'est qu'il n'a pas été forcément toujours au maximum de performance qu'il a pu, mais dès qu'il y avait un gap raisonnable avec Hamilton, il économisait, c'est ce qui lui a permis d'avoir des pneus qui n'étaient pas mourants en fin de course parce que ça s'est joué à très peu de choses. Donc bravo Charles. On le voit là sur cet habillage dans l'histoire de la Formule 1, c'est le troisième plus jeune vainqueur en Grand Prix derrière Verstappen, derrière Vettel, devant Fernando Alonso. Il est rentré un petit peu dans la cour des grands, ça y est, Charles Leclerc. Ah ouais, là il y a qu'à voir sur les 4 pilotes qu'on a, on a 2 futurs très grands champions du monde que sont Verstappen et Leclerc, faut pas se voiler la face. Puis Vettel et Alonso, c'est 2 grands. Je sais que Alonso, ça va faire plaisir à Hamza, mais Alonso, même s'il a que 2 titres, on a vu sa combativité tout au long de sa carrière. Et Leclerc promet une très très belle carrière avec Verstappen en termes de rivalité, ça va être ouf.
On a parlé de Ferrari, évoquons quand même Mercedes. Parce que, on l'avait dit avant de partir en vacances, on s'attendait au fait que Ferrari domine à Spa comme à Monza d'ici le week-end prochain. Mais Mercedes nous a impressionnés personnellement chez les pistonnés. Regardez ce deuxième enseignement. Alors déjà, il y a eu l'actualité. Bottas qui a prolongé pour 2020. Ça, c'était en début du week-end. Mercedes largement battu par Ferrari en rythme vendredi, samedi. Tu l'as rappelé avec ses 7 dixièmes collés, notamment par Charles Leclerc. La sortie quand même d'Hamilton en FP3, une sortie assez violente. Mais surtout, une gestion de course absolument magnifique. 2 voitures sur le podium. Et surtout, Hamilton qui termine seulement à moins d'une seconde de Leclerc. En vrai, s'il y avait eu 2 tours de plus, peut-être qu'Hamilton aurait pu passer le pilote monégasque. C'est un peu le propos d'ailleurs de Toto Wolff. Regardez dans cette déclaration juste après la course, le gentleman bien sûr, directeur d'écurie du côté de chez Mercedes, qui déclarait ceci. Peut-être que 2 tours auraient suffi à Lewis pour passer Charles, mais dépasser les Ferrari en ligne droite est très difficile. Nous nous félicitons que Charles ait remporté cette course pour Antoine, puisqu'ils étaient proches. Le grand gentleman Toto Wolff. Votre impression sur ces Mercedes, est-ce que quelque part on va même se projeter directement sur l'Italie parce que ça va venir vite? Est-ce que Ferrari est toujours aussi favori du côté de Monza pour ce week-end? Moi, je pense que oui, mais ils appliquent la stratégie Ferrari, Mercedes, la stratégie du grand Enzo Ferrari, les points intermédiaires. C'est-à-dire que quand ils se rendent compte qu'ils ne sont pas là, en fait, ils vont tout optimiser. Et c'est fou comme c'est bien fait, en fait. C'est-à-dire que Mercedes, au moment des EL1, ils ont un gap avec Ferrari qui semble mais irrattrapable. Quand on prend la Hongrie, Ferrari avait déjà un gap, mais le gap s'est creusé, en fait, au fur et à mesure du week-end. Eux, ils ont réussi à le combler, et s'il y a 2 tours de plus dans la course, Hamilton, il gagne peut-être. Je dis bien peut-être. Donc, c'est cette vision, en fait, de l'optimisation qui les rend si performants, qui les rend en ce moment meilleure écurie du monde et qui aujourd'hui fait qu'ils sont intouchables au championnat du monde. Je pense qu'ils sont imbattables. Derrière, Toto Wolff avait dit Spa-Francorchamps et probablement Monza, ça va être limiter la casse. Et si limiter la casse, c'est faire P2, P3, c'est clair que là, il n'y a plus rien à dire. Ils prennent 5 moins que Ferrari, 5 points de moins, c'est tout. On parlait en début de saison de la gestion des temps faibles et temps forts d'Hamilton. Là, c'est pareil pour Mercedes, la gestion des temps faibles. Spa, c'est censé être un temps faible. Monza est supposé être un temps faible. Comme tu disais, P2, P3, c'est quand même brillant pour des circuits qui sont censés être où Mercedes n'est pas censé briller, quoi. Et là où tu vois l'intelligence de Mercedes, c'est que ils ont dit à Bottas en fin de course, sachant qu'il ne pouvait plus rien faire à part aller chercher soit Hamilton, ce qu'il ne va pas faire, et que Vettel n'était plus une menace, ils lui ont dit ok, on va baisser un petit peu les régimes pour économiser la boîte de vitesse et le moteur. C'est-à-dire que ils optimisent, ils travaillent tout le temps. Il n'y a pas un moment où ils se disent bon bah il va finir sa course, il va faire 10 tours et puis terminer. Non, là ils se disent encore qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être que ce soit encore mieux le week-end prochain, machin. Non, il y a 10 tours qui restent, il n'y a rien à faire. On va baisser les régimes. Et c'est là où tu vois l'intelligence, c'est prévoir tout le temps. Et au final, peut-être que le moteur de Bottas, il va mieux tenir, il va être plus fort à Monza que ce qu'il était à Spa. J'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est un travail tout le temps. Et ce qui, voilà, ça les met aujourd'hui au top. Troisième enseignement, chers amis, on va reparler du buzz bien sûr de l'été avec cet échange Albon-Gasly qui a eu lieu pendant nos vacances, qui a bien agité on va le dire nos vacances, mais jugeons dès à présent la première sortie d'Alexander Albon, le Thaïlandais, sous ses nouvelles couleurs, sous les couleurs de Red Bull, parti 17e sur la grille, arrivé 5e, une première moitié de course assez prudente, une stratégie décalée qui lui a permis de chausser les tendres et d'attaquer en fin de course, mais surtout des dépassements et notamment celui du 35e tour devant Daniel Ricciardo. Là encore, on va demander l'avis bien sûr du chef de l'écurie Red Bull, Christian Horner, qui jugeait cette performance de son tout nouveau pilote numéro 2, on peut l'appeler comme ça. On a été très impressionné par la remontée d'Alex, même s'il a été bien aidé par la stratégie. Il a réalisé des dépassements formidables après une nuit aussi éprouvante pour un rookie comme lui. L'homme qui veut enlever de la pression à Pierre Gasly, en tout cas, est en train d'adouber un petit peu Alexander Albon avec cette déclaration, même s'il faut se méfier maintenant. En même temps, il va pas faire une déclaration contre Albon, sachant que, il vient de dire Gasly, P3. Là, j'aime autant dire, il aurait fait P18, il aurait dit ouais, il y a eu des problèmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour mettre en relief. On sait ce qu'il a dit sur Gasly, agressif sur les dépassements, etc. Là, dès la première course d'Alexander Albon, ça a l'air tout au vert, tout positif. En fait, il y a un truc, c'est que Albon a l'air plus à l'aise avec la Red Bull que Gasly ne l'était, et il paraît que Albon et Verstappen ont plus ou moins le même style de pilotage, qui n'était pas forcément le cas de Gasly et Verstappen. Plus agressif, Gasly, qui retarde notamment ses freinages au maximum. Donc il a l'air d'avoir bien pris en mesure sa nouvelle monture pour Spa-Francorchamps, et puis que dire de ce dépassement sur l'extérieur sur Ricciardo, il était magnifique.
Après, attention, Ricardo, c'est quelqu'un qui connaît la course, donc il n'a pas fait une Magnussen, par exemple, pour tasser et puis mettre dans le mur. Mais, Oui, Pérez, tu veux dire? Ou Pérez, Après. oui, absolument, dans la ligne droite Kemmel. Mais effectivement, le petit Alexander Albon, bon, bah, il pilote encore une fois sans vraiment la pression d'un top team. Là, elle l'a pas encore atteinte. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais effectivement, fallait faire ce qu'il a fait aujourd'hui, dimanche, avec le drame qu'on connaît sur ce Grand Prix de Belgique. La 5e place, c'est le mieux qu'il pouvait espérer. Il est parti chercher cette 5e place. Il profite aussi de l'abandon de Norris aussi, en fin de course. Oui. Mais moi, j'ai pas forcément envie de tirer de conclusion après ce Grand Prix de Belgique. On verra Monza déjà, puis Singapour, et puis là, sur la deuxième partie de saison. Mais ouais, il a fait une course plutôt très très solide. Course solide, donc du coup pour Alexander Albon, voilà l'avis du conseil de classe en tout cas des pistonnés. 4e enseignement, un petit peu original et j'aime beaucoup cette formule. On va passer au top flop, vos top flops chers amis en tout cas de ce Grand Prix de Belgique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et du coup vous allez chacun prendre quelqu'un. On a Lando Norris donc qui abandonne dans les derniers tours après avoir conservé sa 5e place toute la course. C'était d'ailleurs le pilote du jour nommé bien sûr par les fans de la Formule 1, il finit P11. Antonio Giovinazzi qui se pénalise un petit peu tout seul à 7 virages de la fin qui a eu un carton quand même assez impressionnant. Et puis Romain Grosjean, dans les points, on regardait cette stat pendant 72% de la course avant de s'effondrer. Parce qu'il s'est effondré véritablement, on peut le dire au micro de Canal+. On va commencer avec toi, Hamza. Je crois que tu voulais nous parler justement de Lando Norris. Il fait une course parfaite parce que sa 5e place, elle était assurée sans problème avec Renault, mais il avait une 5e place qui lui tendait les bras, il était seul au monde, il avait quasiment 20 secondes d'avance sur Albon en fin de course et il a fait une course extrêmement solide, il a travaillé, il l'a dit au micro de Sky Sport après la course, il a travaillé sur le départ, il avait vu les précédents départs pour voir où ça passait mieux à Spa et il a profité de l'accrochage justement entre Verstappen et Kimi Räikkönen pour couper à l'intérieur, c'est ce qu'il avait prévu de faire. Il a gagné, je crois, 6 positions d'emblée. Et derrière, il a fait le taf jusqu'au bout. Et malheureusement, franchement, c'est terrible. Mais il était pas loin de réaliser son meilleur résultat en carrière. Mais c'est là que tu vois que c'est un pilote de console de jeu. Parce que tu fais des départs comme ça sur F1 2019, tu vois. On est bien d'accord que quand tu pars, tu te mets à l'intérieur, tu te décales, tu freines 2 fois trop tard. Et voilà, il a fait ça. Voilà. Du coup, ça marche en réalité, visiblement. Donc, bravo à lui. Ouais, chapeau. Tu voulais nous parler de Giovinazzi, Pierrot. Ouais, je suis un peu comme Hamza finalement, parce que Giovinazzi, c'est un peu le même sort qu'il a eu. Il a fait une très belle course, Antonio Giovinazzi. Il a fait une belle bataille avec son copain Pierre Gasly. Ça rappelait un peu le GP2 2016. Et puis, effectivement, il a fait lui aussi une très belle course. Pas parfaite comme Norris où là c'était réglé au millimètre près, mais il a fait une très belle course et malheureusement il sort d'ampont. Alors je sais pas du tout encore si c'est un problème mécanique parce que ça me paraît quand même bizarre de la perdre étrange, à ce point-là dans ce double gauche extrêmement rapide. Puis il prend quand même un gros carton, mais effectivement c'est vraiment dommage pour lui à quelques virages de l'arrivée de pas marquer encore ses points et on sait qu'il en a besoin pour pouvoir aussi valider son bac l'année prochaine, mais parce que maintenant il y a aussi Hülkenberg sur le marché des transferts, donc il faut faire attention à ça. Mais le Giovinazzi, encore une fois, a prouvé que ça y est, il est en train de monter dans ses classes et de faire des bons résultats. Un bon rythme de course, en tout cas pour Antonio Giovinazzi, toujours un petit peu chat noir au moment de conclure. Et on conclut surtout avec toi, un Français qui nous en a rappelé peut-être un autre, un petit peu, d'il y a quelques années. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, effectivement. Il y a 11 ans d'écart entre les deux interviews. Je vous propose d'aller regarder sur YouTube l'interview qui est nommée Bourdet Crying. Parce que c'est à Spa également, et c'est le même scénario. Bourdet est 3e et il se fait rétrograder par un changement de pneu. Là, c'est pareil. Grosjean, il est 6e, il fait une course parfaite, il se sent bien avec la voiture. Mais sa Haas, toujours aussi incompréhensible, lui permet du coup de perdre 9 places et de terminer 15e alors qu'il a tout fait bien. Et franchement, des problèmes en course, Grosjean, il en a eu tellement que pour une fois où ça se passe bien, où lui est bien, parce que mentalement ça peut l'atteindre ça aussi. Franchement, je suis dégoûté pour lui parce que tout le monde lui tombe tout le temps dessus et ça nous arrive aussi. Mais là, il a rien à se reprocher et il termine quand même dans les bas-fonds du classement. C'est triste. Voilà, c'est super triste parce que il mérite beaucoup mieux que ça. Une toute petite question et après on passe à la suite. Quand on entend cette interview, ça nous rappelle Bourdet parce que
on a le sentiment pour la première fois de la saison que Grosjean, quelque part, il y a ce côté pilote en danger aussi. Est-ce que tu le ressens dans cette interview? Est-ce que toi, tu l'as ressenti dans cette interview? Je le ressens parce que il nous a habitués à faire des premières moitiés de saison où on se dit qu'est-ce qu'il fait là, et à faire des deuxièmes parties de saison où on se dit putain, ce gars est un génie. Pourquoi il est chiasse, quoi, ouais. Voilà, c'est exactement ça. Et à chaque fois, c'est ce qui le sauve. Tu vois, et en fait, il est reconduit parce que ces deuxièmes parties de saison sont souvent extraordinaires. Et là, à Spa, en plus, il est régulièrement performant. Je ne parlerai pas de 2012, évidemment, mais il est régulièrement performant. Il avait fait un podium, d'ailleurs, avec Lotus et en 2015. Et la Lotus, c'était pas la Lotus de 2013. Très voilà. Ouais. Et là, tu sens que, comme le résultat n'est pas là, peu importe la manière, on ne se souviendra que du résultat. Et dans son interview à Canal après, c'est quelqu'un qui a quand même 30 ans. Enfin, tu vois, c'est pas un jeune susceptible de craquer comme ça à la pression. Il est tellement ému de ce résultat, d'avoir tellement donné, que effectivement, ça sent un petit peu le roussi, surtout avec Hülkenberg sur le marché des transferts. Et je pense que As serait content d'avoir un gars comme Hülkenberg. Donc mais qui n'a pas fait de podium, à la différence de Romain Grosjean, mais je ne sors pas toutes mes billes. Bien sûr, pour le débat qui nous attendra tout à l'heure, à savoir est-ce que Ocon et Renault, c'est le mariage parfait. On va en parler, mais juste avant, on va jeter un petit coup d'œil, bien sûr, au classement des pilotes, où n'apparaît pas vraisemblablement Romain Grosjean, parce qu'on va vraiment s'intéresser au haut du panier. Plus 65 points pour Hamilton devant Bottas, l'écart se creuse. Leclerc désormais à 12 points de Vettel 4e, pendant que Verstappen a marqué un 0 pointé ce week-end. Gasly reprend quelques points d'avance sur Sainz, et puis un petit coup d'œil aussi également au classement des constructeurs pour noter que l'écart n'est plus que de 145 points entre Mercedes et Ferrari. Regardez, il n'y a plus que 145 points. Ils seront champions du monde. Alors, est-ce que le championnat est relancé? On vous laisse bien sûr répondre en commentaire. À noter 72 unités de différence entre Ferrari et Red Bull. C'est l'heure des pronos, les amis. Avant d'avoir vos pronos, regardons le classement bien sûr des pronostics, et ça se resserre avant bien sûr le début de cette deuxième moitié. Monsieur Pierrot Despiello qui revient avec son 3 points, son point de plus. Il avait bien sûr évoqué la victoire de Charles Leclerc, c'est juste en bas de l'écran. Regardez, ça se resserre, ça va être très intéressant. À noter que voilà, toutes les histoires de sanctions éventuelles, pénalités, etc., tout a été blanchi pendant les vacances. Il y en a un qui s'en sort bien. Certains respirent sur ce plateau, je le sais. Mais attention, les commissaires restent vigilants jusqu'à la fin de cette saison 2019. Les amis, vos pronos pour le Grand Prix d'Italie. Ça se passe à Monza, c'est déjà ce dimanche. Et j'ai envie de savoir un petit peu quel est le parfum que vous respirez, que vous êtes en train de humer en ce moment. Moi, je vais dire Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, victoire Ferrari. Alors, pardon, excusez-moi, il y a une chose que je ne vous ai pas précisée. Oula. Il y a un bonus. Voilà, le bonus, c'est s'il y a doublé Ferrari. Et là, ça sera un méga bonus. Mais je veux aussi le meilleur tour. Et ça, ça sera un petit point de bonus à chaque fois. C'est bien, vous doublez la mise. Alors, Sébastien Vettel, doublé Ferrari, oui. Ouais. Et meilleur tour de Verstappen. De Verstappen. Ah ouais, carrément. Ah, je crois que je vais doubler le bonus. Je sens une principauté en liesse en ce moment. Monaco a racheté la F1. Je sais pas, il n'a pas apprécié sa première victoire et a raison. Donc j'espère qu'il profite de sa deuxième à Monza. Je vais donc dire Charles Leclerc. Et meilleur tour de Alexander Albon. Est-ce qu'il y a doublé Ferrari? Est-ce qu'il y a doublé Ferrari? Mais bien sûr. Bien sûr qu'il y a doublé Ferrari. Il y a une table Ferrarista juste à côté de moi. Hamza. Du coup, j'ai une question. S'il n'y a pas de doublé Ferrari et que je dis pas de doublé, est-ce que je Non, il n'y a pas de. Ah si, il y a un Mais- malus. Bah si. Sinon, ce serait pas drôle. Non, mais vas-y. Il va être Victoire de Vettel. Les commissaires prendront leur décision. Victoire de Vettel, doublé Ferrari et meilleur tour du coup pour Valtteri Bottas. Eh bien, c'est noté, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner, vos pronostics également en commentaire. Et puis, on débriefera tout ça la semaine prochaine, bien évidemment. On va tout de suite passer au débat. Pas de focus cette semaine, puisque 3 semaines d'absence pour la Formule 1 et les pistonnés. Il s'est passé plein de choses dans le F1 Circus, et notamment un transfert qui a fait couler beaucoup d'encre en ce début de semaine. Esteban Ocon a bien signé chez Renault et remplacera Nico Hülkenberg, comme l'annonçait d'ailleurs le magazine Auto Hebdo il y a quelques jours. On s'intéresse d'ailleurs un petit peu aux détails de ce deal qui va permettre le retour du pilote français sur la grille de départ en 2020. Regardez les conditions qu'a évoqué notamment Alain Prost. Alors on va pas regarder la citation d'Alain Prost, mais d'abord le petit tableau bien sûr concernant les contours de ce deal, parce qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes autour de ça. Donc Esteban Ocon est chez Renault à partir de 2020. Il a un contrat de 2 ans plus 1 année en option. Mercedes ne sera plus impliqué.
puisqu'il sera 100% dédié à Renault, mais Mercedes garde quand même, on va dire, le management de sa carrière. Il y a une possibilité aussi également qu'il soit libéré par Mercedes d'ici 2 à 3 ans. Il remplacera Hülkenberg. Hülkenberg qui était en négociation avec Renault. Il voulait 2 ans. Renault ne voulait lui donner qu'une seule année. Et Hülkenberg, un peu, tout au long du week-end, a un peu appelé à l'argument de la nationalité, de dire que Ocon était dans la voiture parce qu'il était français et pas forcément parce qu'il était meilleur que lui. Un choix justifié aussi également par Alain Prost. Vous allez le voir dans cette citation qui revient sur ce début de mini-polémique lancée par Nico Hülkenberg. Bien sûr que le fait qu'il soit français est un plus, mais ce n'est pas le critère déterminant. Il nous fallait quelqu'un pour se projeter un peu plus sur le long terme. Esteban, avec son expérience de Mercedes, l'âge, la jeunesse, va nous amener un peu de dynamisme dont on a besoin aujourd'hui dans l'équipe. Voilà les mots du nouveau directeur non exécutif, bien sûr, de Renault en Formule 1. Ocon, Renault, est-ce le mariage parfait, chers amis? C'est le débat du jour. Parfait, pas tout à fait parfait, mais les deux parties prenantes, c'est un peu win-win quand même. Ocon retrouve un volant, donc il va pouvoir refaire des grands prix. Il a déjà 2 saisons et on a tendance à beaucoup oublier ça, que c'est plus un rookie, c'est plus du tout un rookie. Plus son année de simulateur chez Mercedes, il a un bagage technique qui est vraiment très très confortable à son âge. Et puis Hülkenberg qui joue sur l'argument de la nationalité, comme l'a dit Prost, oui forcément ça va être un plus pour nous Français et c'est vraiment super cool là-dessus. Et pour Renault aussi, on y reviendra. Bien sûr, mais derrière, faut comprendre que Renault, dans sa stratégie avec ses pilotes, est plutôt en progression, on va dire. Ils avaient Magnussen Palmer, ensuite ils ont pris Hülkenberg pour essayer de faire monter l'écurie, mais Hülkenberg a peut-être pas les épaules pour faire une Lewis Hamilton ou une Michael Schumacher avec, j'arrive dans une équipe, je la construis autour de moi et puis on devient champion du monde. Donc du coup, ils ont pris Ricciardo pour essayer d'apporter encore un peu plus d'expérience. Et là, maintenant, effectivement, le next step, c'est d'avoir un jeune pilote qui a l'écro et qui va faire des grosses performances. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Ocon face à Ricciardo. Parce que ça peut donner un match assez explosif et s'ils arrivent à résoudre leurs problèmes de châssis pour 2020, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Déjà, c'est un baquet. C'est toujours mieux qu'être 3e pilote. C'est-à-dire que peu importe le baquet, il vaut mieux quand même être sur la piste et montrer ce que tu vaux. Donc non, franchement, c'est bien pour Ocon. En plus, il retrouve une écurie qui a quand même un niveau assez semblable à ce qu'il avait avant avec Force India. Il va se retrouver dans des positions auxquelles il était peut-être un peu moins, je suis d'accord. Mais oui, mais c'est peut-être mieux qu'après une année blanche de se retrouver à côté de Lewis Hamilton. Parce que ça peut le briser aussi, ça. C'est-à-dire que tu te retrouves à côté d'Hamilton. Moi, je pense que ça aurait pu justement le step up un peu, ça aurait été intéressant. C'est un risque qui n'a visiblement pas été pris. Et c'est quelque part une bonne transition. Enfin, c'est comme tu l'as dit, win-win. C'est aussi win pour Mercedes parce qu'ils se le gardent dans le giron. En fait, ils ont fait le choix de ne pas faire de choix. Et ils ont des bonnes relations avec Renault. Quand il faudra libérer Ocon, ils le libéreront, je pense. Donc ça, on va en reparler après, ce sera dans la deuxième partie. Ça a été bien fait. Et juste pour revenir sur Hülkenberg, si l'argument de la nationalité comptait, il serait chez Mercedes, le petit. Il l'est pas, donc on arrête. On a un petit comparatif d'ailleurs entre guillemets de carrière entre Nico Hülkenberg et Esteban Ocon. On peut le diffuser en même temps qu'on a l'avis de Hamza. Cette question mariage idéal entre Ocon et Renault pour toi? Je pense que pour Renault, c'est un super coup d'avoir fait Esteban Ocon. Il est jeune, il est talentueux, il est français. Il vient de chez Mercedes. Alors, faut pas croire que parce qu'il vient de chez Mercedes, Renault va devenir une super machine en 2020. Ce ne sera absolument pas le cas, évidemment. Mais du côté de Renault, c'est un coup, je trouve, excellent d'avoir fait Esteban Ocon. Maintenant, dans le sens inverse, je trouve que attendre 1 an pour Renault, ça peut... en fait, je suis un peu frustré, personnellement. J'aurais vraiment voulu le voir. Je me dis, vas-y, t'as attendu 1 an. Allez, t'as un volant chez Mercedes qui t'attend. Ça va être le jackpot. Après, effectivement, comme tu dis, être coéquipier d'Hamilton, t'as des bons côtés, t'as des mauvais côtés. On ne saura jamais ce que ça aurait donné puisque maintenant, il a signé chez Renault. Maintenant, avoir attendu 1 an en dehors pour finalement se retrouver... Mais dans un baquet de Formule 1 quand même. Oui, non, mais évidemment dans un baquet de Formule 1. Mais chez Renault, et quand tu vois la Renault de 2019... C'est pas une écurie qui va t'apporter, qui aujourd'hui apporte en tout cas suffisamment de garanties pour viser des podiums la saison prochaine. On rappelle l'objectif championnat du monde qui a été en plus repoussé d'1 an. Donc effectivement, ça va dépendre, comme tu le disais, du châssis 2020. En fait, il y a quelque chose qui est dommage avec Esteban Ocon, que du point de vue d'Esteban Ocon, c'est que la filière jeune pilote de Mercedes
plus trop de sens, comme beaucoup de filières aujourd'hui, même si on a conscience que pour un constructeur ou une équipe qui est en Formule 1, le but du jeu c'est de gagner des courses, de gagner des championnats et puis évidemment de gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Et aujourd'hui finalement les filières jeunes pilotes, que ce soit chez Mercedes, Ferrari, etc., c'est plus de la R&D sur l'humain, mais qui aboutit jamais vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on va les tester sur un ou deux grands prix, entre guillemets, comme pour des parties aérodynamiques. Puis, si ça fonctionne pas, on les envoie ailleurs. Et si ça fonctionne, on va un peu les garder. Mais après, au bout d'un moment, les réglementations changent, etc. Et finalement, on a l'impression un petit peu que c'est tous ces jeunes pilotes, à part un ou deux pilotes qui arrivaient au top, comme Lewis Hamilton, Charles Leclerc aujourd'hui, Sébastien Vettel avec Red Bull, on peut les compter sur les doigts d'une main. Encore heureux, ça nous fait quelque chose d'unique, ça nous fait des pilotes d'exception. Ah bien sûr, mais voilà, donc du coup c'est un peu dommage finalement la filière Mercedes, je trouve que on aurait bien voulu que ça y est, allez c'est bon, on a eu Verlaine et maintenant Ocon et c'est dommage. Mais ce qui est frustrant, c'est que là où Ferrari a par exemple As, Alfa Romeo, Red Bull a Toro Rosso, Mercedes se retrouve avec Williams. Ouais. Et un pilote comme George Russell par exemple, on peut pas suffisamment le voir près des points régulièrement. On a l'impression que il y a la régularité, voilà c'est ça, il y a la régularité, mais on ne sait pas ce que ça peut donner. Et Esteban Ocon, malheureusement, on n'a pas eu cette chance de le voir cette saison. Mais du côté de Mercedes, on n'a peut-être pas cette écurie B suffisamment bonne pour placer un jeune talent et voir ce que ça peut apporter sur la régularité pour viser les points sur une saison. On dit ça maintenant parce que Williams est tombé, mais il y a 3 ans, ils sont bien contents d'avoir Williams avec bien Bottas qui fait des podiums à l'époque. Alors Bottas était managé par Toto Wolff, c'était aussi une facilité de prendre Bottas en 2017. Ouais, mais il avait montré quand même avec Williams. Enfin bref, c'est pas le débat. Si on sort du débat Mercedes, ça dit quand même quelque chose sur Renault, les amis. Moi, là-dessus, j'aimerais vous relancer. Je les trouve très forts. Ça dit quelque chose, c'est que tu les trouves peut-être très forts, mais est-ce que Ricciardo est le leader que Renault attendait par ce choix de Ocon, tu vois? Est-ce que quelque part la line-up aujourd'hui de 2019, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu fragile? Et je parle là d'un point de vue mental. Si tu insuffles un nouveau souffle comme ça avec Ocon, là, on l'a vu là, dans les mots de Alain Prost, l'idée de Ocon, c'est aussi un peu rebooster notre ami Daniel Ricciardo, qui n'est pas le leader quelque part aujourd'hui, cette équipe Renault qui tire Renault en tout cas vers le haut. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis-là? Moi je suis plutôt d'accord. En fait, Ricciardo est un très très bon pilote. Maintenant, pour qu'il rentre dans ce rôle de leader, de constructeur, d'équipe aussi entre guillemets, c'est pas plus mal qu'il ait un Esteban Ocon avec lui qui peut aussi le pousser à faire ce genre de choses. On sait qu'en interne c'est toujours très important de faire les petits jeux psychologiques avec ses coéquipiers, etc. Schumacher était un roi là-dedans. Hamilton est toujours plus ou moins un roi là-dedans. Vettel plus tellement on dirait, mais effectivement c'est là peut-être que effectivement ça va permettre à Ricciardo de step up un peu et de plus être juste un pilote numéro 1 mais d'être un pilote numéro 1 mais leader aussi qui tire son équipe vers le haut et c'est ça qui va être intéressant. Après compliqué d'être leader quand tu as signé un contrat de 2 ans. Enfin aussi, Ricciardo fin 2020, c'est la fin de son contrat avec Renault. Est-ce que tu peux toi-même te considérer comme un leader sachant que tu vas arriver à la fin de ton contrat à la fin de la saison? Et puis tu veux te considérer leader de quoi? Après, il a un salaire de leader, il a une mission de leader aussi, quelque part. Oui, mais il n'a pas une voiture de leader. Oui, oui, mais ce que je veux dire, Mercedes, c'est que quand Hamilton signe, il fait un pari. Mais est-ce que tu te dis que c'est un leader quand les 2 premières années, la première année, où la Mercedes et les Kata? Non, tu te rends pas compte. Là, aujourd'hui, tu vois la Renault qui est 10e, tu te dis pas que Ricciardo est un leader, parce qu'en fait, à aucun moment, t'as une perf particulière, parce que la Renault est pas très bonne, point barre, c'est tout. Aujourd'hui, le line-up qu'ils vont avoir en 2020, il est exceptionnel par rapport à la performance affichée par la voiture. Et franchement, je vois pas comment ils peuvent se plaindre et comment dire que c'est fragile, sachant que t'as un mec qui est ultra bankable dans la personne de Ricciardo, qui est un pilote quand même qui a démontré qu'il avait un talent phénoménal. Ocon, il a résisté à Sergio Pérez, qui est quand même pas le plus tendre, qui a été quand même au même niveau pendant des années. Aujourd'hui, il se retrouve avec un pilote français qui va pouvoir faire de la communication à mort pour Renault. Derrière, tu as Ricciardo qui est aimé par tous. Franchement, en extérieur de piste et sur la piste, je vois pas comment on peut dire que le line-up est fragile. C'est super bien et ça met la nouveauté à Renault. Et Ricciardo, il aime ça en plus. Donc non, je trouve que c'est très bien. Mariage parfait ou mariage de raison? Petit tour de table avant d'enchaîner, notamment sur l'avis de nos internautes. Mariage parfait.
Mariage par défaut, j'ai envie de dire presque. Il y a que Ocon. D'un point de vue Ocon, quelque part. D'un point de vue Ocon, d'un point de vue Renault aussi, parce que Renault. Tu veux qu'ils aient de mieux non, mais bien sûr, mais il y a zéro autre pilote meilleur que Esteban Ocon, mais derrière par défaut, dans le sens où après 2020. En fin 2020, excusez-moi, il y a un nombre de pilotes qui se retrouvent sur le marché des transferts qui est phénoménal. Donc, je trouve, plus en attendant et de voir ce qui va se passer en 2020, plus la nouvelle réglementation 2021, etc., où là, effectivement, on va commencer à se poser des questions. Et c'est une bonne chose pour Renault dans le sens où ils vont pouvoir tester ce line-up-là, voir comment ça évolue en interne. Et ensuite prendre une décision parce que fin 2020, il y a Hamilton, si je ne dis pas de bêtises, il y a Vettel, il y a juste Leclerc et Verstappen qui ne sont pas disponibles. Mais tout le reste, c'est disponible. Donc, quand tu dis mariage par défaut pour toi, mariage parfait, ça veut dire que Hamilton doit être chez Renault ? Moi, je te dis mariage parfait parce que ils peuvent pas avoir mieux. Donc pour Renault, pour moi, c'est parfait. C'est par défaut. Il y a zéro autre pilote qui sont sur la sellette, sur le marché des transferts en 2019 aujourd'hui. Finalement, c'est la perfection par rapport à la situation. Oui. Entre guillemets, mais derrière, tu vas pas prendre, je sais pas, un Lucas Badoer pour ton line-up alors qu'il est encore on pilote. Espère pas 46 ans, Lucas, si tu nous écoutes d'ailleurs. Non, mais voilà, je veux dire, c'est le seul pilote de Formule 1 aujourd'hui qui peut prétendre à retrouver un baquet en Formule 1. Faut pas se voiler la face. Du Marcus Ericsson, allez. T'as du Felipe Nasser, non, je déconne. non, mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je dis un peu par défaut finalement. C'est juste pour ça. Mariage par défaut, mariage de raison du coup. Ouais. De raison, pareil. De raison, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour Esteban Ocon, il plonge un peu dans l'inconnu. Après, oui, c'est génial de retrouver un baquet, mais on ne sait pas ce que donnera 2020. On a quand même un peu une probabilité, on sait que ça va pas trop bouger, mais c'est surtout 2021 où là ça va devenir intéressant. Non, mais quand je parle de 2020, je parle de la monoplace, des performances de Renault. Je sais pas, je suis peut-être plus candide, mais je pense que ça va inspirer un nouvel air un peu chez Renault. Retrouver un Français dans une voiture française, peut-être que ça va booster les ingés, peut-être que ça va en plus motiver du public à retrouver un peu cet amour pour Renault qu'il y avait il y a 15 ans. Donc après, l'amour ne fait pas marcher la voiture, c'est sûr. mais en attendant, par contre, les êtres... Quoique cet été, je crois que ça a fait marcher la voiture un peu, non ? Pourquoi tu dis ça je sais pas. J'ai rien dit. Les amis, il y a quand même une chose que vous n'avez pas dit, c'est que la Formule 1 c'est aussi un business, c'est aussi une économie, c'est aussi des sponsors, et qu'un pilote français dans une voiture française, et on sait le projet qu'a Renault du défi français autour de cette voiture, ça peut mobiliser aussi plus d'activités économiques, un peu plus, peut-être renforcer les budgets avec des sponsors en plus, ça peut être quelque chose d'intéressant pour Renault. On va s'intéresser aussi également, si vous le voulez bien, aux conséquences un petit peu de ce deal. Non, tiens, on va s'envoyer quelques tweets. Regardez, quel est votre avis ? Quel est votre avis à vous ? Bien sûr, avec Nofeus qui nous dit Ocon va apporter de la concurrence à Ricardo, cela va pousser les pilotes plus l'écurie à progresser. Regardez juste ce qu'est devenu Perez suite au départ d'Ocon en 2018. La concurrence, est-ce qu'il y a de mieux dans une équipe? D'avoir rappelé Nofeus. Un autre tweet bien sûr de Fiasco, j'adore ce très beau le mariage parfait. Non, Ocon va faire progresser Renault, pas l'inverse, car Renault est dans la même place que Force India, on l'était en 2018. Pas non plus un coup de poker, car il va amener de la rigueur au sein du team qui sera ultra bénéfique pour une écurie qui a des moyens mais pas d'idées. Et un dernier tweet, mariage parfait, non, mais plutôt mariage logique, comme Pierrot nous le disait. Seule chance d'Ocon d'avoir un volant en 2020, un bon duo de pilote avec Ricardo et un bon capital sympathie auprès du public. Il faut que Renault améliore sa voiture et là, ça serait parfait. Il y a une information que tu nous as partagée hier aussi sur WhatsApp qui pourrait changer la donne. Quelque part, Renault 2020, est-ce qu'il y a réellement des certitudes? Alors en fait, non, pas tout à fait. C'est Formula Money sur Twitter qui étudie de très près la finance de la Formule 1, puisque la Formule 1 est cotée au Nasdaq, si je dis pas de bêtises. Donc justement, il a mis en avant le fait que toutes les écuries ont un contrat. Il y a les accords Concorde et il y a des contrats. Voilà, il y a des engagements d'équipe par équipe qui fait que au-delà de 2020 en fait ces contrats se terminent en 2020 et il semblerait que Renault avait signé quelque chose du temps de CVC Capital, donc avant Liberty Media, mais ils savent pas vraiment. Et en fait, s'ils arrivent à gagner 2 fois le championnat d'affilée, ils ont une prime de 22 millions d'euros. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Enfin, ça tombera pas. Oui, ça risque d'être les chercher sur la terre, parce que mais en fait finalement ils sont en train de dire, est-ce que Renault est certaine
viennent d'être là en 2020, après 2020, c'est pas sûr, comme pour beaucoup d'équipes, même Ces si équipes, en fait. Ferrari, etc., normalement, Ouais, ça tout- devrait aller, mais pour Contractuellement, Renault, en fait, depuis 2016 jusqu'à 2020, finalement, ils sont pas dans leurs objectifs et ils vont vraiment se poser la question de savoir si ça vaut le coup de continuer d'un point de vue financier, uniquement financier, hein, je parle pas forcément de performance et ni sportivement, mais est-ce que financier, ils sont toujours prêts à mettre de l'argent? Et là, ils sont peut-être un levier parce que c'est un gros constructeur comme Mercedes en Formule 1 et on sait que ça demande beaucoup d'images. Donc effectivement, ils vont avoir un levier pour pouvoir négocier ça, de dire bah on veut plus d'argent, on veut qu'il y ait un budget capé pour toutes les écuries parce que nous on peut pas mettre autant d'argent que Mercedes ou Ferrari. Donc voilà, il va y avoir pas mal de discussions sur la table, mais rien n'est dit que Renault soit toujours là en 2021. On sait que ça rachète les écuries à tour de bras, etc. depuis la nuit des temps. Donc faut prendre encore une fois ça avec des petites pincettes parce que l'avenir est tout le temps en mouvement. Exactement, et puis on rappelle que Carlos Ghosn aussi, ça a changé à la tête bien sûr de Renault et il peut y avoir un nouveau patron qui décide que l'engagement sport automobile est différent. Parlons des conséquences du coup de ce transfert parce que ça va être le début un petit peu des chaises musicales. Ocon chez Renault, Hülkenberg se retrouve du coup libre. 3 questions dépendent des conséquences de ce deal. Est-ce que déjà Ocon peut revenir un jour chez Mercedes? Hülkenberg peut-il rebondir dès la saison prochaine en F1? Et Romain Grosjean est-il déjà condamné? Je vous laisse répondre à ces 3 questions un petit peu. Allez-y, je vois qu'il y a Pierrot qui lève la main comme dans une belle rentrée scolaire. Vas-y mon Pierrot. Ocon peut revenir un jour chez Mercedes? Oui, complètement. C'est pour ça que le transfert chez Renault est une très bonne chose pour lui. Il a un bagage technique chez Force India de 2 saisons face à un Pérez qui est pas l'un des meilleurs, mais qui est un très bon pilote. Il a le bagage technique du simulateur de Mercedes, à avoir fait des kilomètres, des milliers et des milliers de kilomètres en simulateur et d'avoir travaillé avec Hamilton et Bottas, qui sont 2 très très bons pilotes, pour pas dire plus. Et ensuite, il va avoir 2 ans d'expérience dans une écurie d'usine qui est Renault. Alors oui, c'est pas Ferrari, oui, c'est pas Red Bull, enfin c'est pas un top team, mais effectivement, il aura ces expériences-là et à la fin de son contrat chez Renault, sa carrière en Formule 1, j'ai envie de vous dire, elle sera déjà tracée. Il pourra aller dans presque n'importe quelle écurie qu'il voudra si ça se passe bien avec Renault. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte là-dessus. Donc oui, effectivement. Renault comme un tremplin, quoi. Ah ouais, complètement. Mais il aura une concurrence interne qui s'appelle George Russell. Parce que, Russell, c'est l'un des seuls pilotes avec Leclerc qui a un contrat longue durée pour 2020 et 2021, je crois. Ouais. Donc on verra aussi les performances de Williams. Mais aujourd'hui, je pense que la seule concurrence, dans l'éventualité où Mercedes ne renouvelle pas Bottas pour l'année suivante, la seule concurrence pour Esteban Ocon, c'est une concurrence interne, à savoir George Russell. Mais là, on parlera quand même déjà de 5 ans de Bottas chez Mercedes avec aucune concurrence à Lewis Hamilton. Donc quelque part, je vois pas renouveler Bottas quand tu es une écurie de pointe à ce point-là. Là, 5 ans, c'est déjà beau quand même. Hein. Mais c'est même s'il va jusqu'en 2021. C'est même étonnant parce qu'on disait dans l'émission Transfert d'il y a quelques semaines que Toto Wolff disait c'est pas un choix pour 2020, c'est un choix pour l'avenir. Et en définitive, Bottas re-signe une seule saison et Ocon a encore sa porte ouverte pour rentrer. C'est Bottas en attendant Ocon, hein, je veux dire, parce que Russell aura pas encore les épaules. Si on donne pas à Ocon après 2 saisons en Formule 1 et une année en simulateur, si on lui donne pas la chance de venir, Russell, il y a peu de chances que même s'il arrive à performer un peu avec Williams, qu'il prenne la place d'Ocon, Ocon sera plus intéressant sur le marché. On avance les amis, on a parlé du cas Bottas, du cas Ocon, parlons quand même de Hülkenberg. 2 possibilités pour lui, tu l'as dit tout à l'heure Brice, Alpha ou As ou Red Bull, ou la formule électrique chez Mercedes, ou Red Bull, oui. Ah bah, ils ont pas. Imagine qu'ils soient déçus par Albon. C'est quelque chose auquel vous croyez, par exemple, Red Bull? C'est quelque chose. Ça peut tomber. Moi, j'y crois si Albon n'est pas aussi performant que ce qui était attendu et qu'ils se disent que Hülkenberg, ça va rentrer dans le rang. Parce que qu'est-ce que je vais bien faire l'an prochain? Parce que là, je suis un peu dans le caca quand même là. Non, mais ça peut être un pilote qui à 32 ans en fait va rentrer dans le rang parce que moi je pense que aujourd'hui il se fait plus trop d'illusions sur sa carrière quoi. Il a une pole position très honorable avec sa Williams. Il a gagné les 24 heures du Mans, c'est incroyable. Mais derrière en Formule 1. En plus, Hockenheim, ça le tue, quoi. Là, ce qui s'est passé à Hockenheim, je répète, et je sais que ça va pas te plaire, mais je trouve que ça le tue complètement, quoi. Là, encore, t'as une occasion de faire un truc de fou, tu le fais pas. Je pense que c'est quand même assez cuit pour lui, quoi. Donc bon, Red Bull, ce serait magnifique. Et je pense déjà garder un baquet, bien aussi. Hein. Non, je pense que la seule possibilité pour qu'Hülkenberg se retrouve sans baquet,
c'est qu'ils temporisent en espérant Red Bull et que Alfa Romeo et As bon, vas-y, c'est bon, suivant, et ils vont signer d'autres mecs. Mais Nico Hülkenberg, après, il faut voir, ça se trouve, ça peut valoir la chandelle d'espérer Red Bull, ce serait exceptionnel, comme tu le disais, à 32 ans. Ouais, moi j'aimerais le voir chez Red Bull, j'aimerais le voir enfin dans une écurie de pointe, mais sinon Alfa Romeo ou As, je pense que c'est... Quoi que ça peut le tuer complètement Red Bull. C'est-à-dire que s'il est... À 32 ans en même temps, enfin... Ouais, mais tu vois, c'est l'opportunité d'une vie. Tu tentes un dernier pari, quoi, effectivement. Oui. Mais il y a aussi Mercedes en formule électrique, je crois, qui va lancer son écurie. Mais quand ça fait... Parlons de F1. Quand t'es à 160 GP et que tu pars en FE, c'est un aveu d'échec quand même. Enfin, peut-être pas dans 10 ans, parce que ça se trouve la FE sera beaucoup plus suivie, beaucoup plus importante que la Formule 1, on ne sait pas. Mais en attendant, aujourd'hui, tu as 164 Grands Prix et tu pars de toi-même, c'est bon, bah, je n'y arriverai pas, je vais essayer d'y arriver ailleurs, quoi. C'est un peu ça quand même. Non, mais je pense que pour As ou Alfa Romeo, il n'y aura pas de problème. Alors, du coup, Alpha... Si Romain Grosjean, si Hülkenberg venait à partir chez As, qu'en advient-il de Romain Grosjean ? Est-ce que là, véritablement, sur un siège éjectable, parce que ce qu'on peut dire, ça c'est une chose qu'on peut déjà vous l'annoncer ici, si Grosjean part de As, il ne partira certainement pas chez Alfa Romeo, avec qui il ne s'entend absolument pas avec Frédéric Vasseur. Alors, Romain Grosjean, c'est la F1 ou la Formule 1. S'il n'est pas reconduit chez As, normalement c'est Formule 1. Donc ça va dépendre de ses propres performances à lui, de à quel point il est bankable pour As. Il n'a clairement pas son destin entre ses mains, surtout si Giovinazzi continue à faire des bonnes performances. Bon là effectivement on va retenir qu'il s'est mis dans le mur, mais il aura fait une belle course et il aurait pu marquer quand même des points. Donc si Giovinazzi continue d'être bien, Giovinazzi s'entend bien avec Vasseur, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc oui, Hülkenberg chez Alpha et pourquoi pas garder Romain Grosjean. Encore une fois, je ne sais pas. Non, puis le P2 après Giovinazzi chez Alpha, c'est Ericsson. Hein. Ouais, c'est pas ni Grosjean ni Hülkenberg. Donc moi je pense que le baquet Alpha, il est déjà mort pour les deux. Donc je pense que la chaise musicale va se jouer entre Hülkenberg et Grosjean. Et avantage Hülkenberg par rapport à ses prestations, quoique effectivement on avait dit pas de podium pour Nico Hülkenberg. À la différence bien sûr de Romain Grosjean. Après, est-ce qu'on peut véritablement comparer les deux carrières ? Faites-le vous, bien évidemment, en commentaire de ce débat. Je vous rappelle la question du jour, bien sûr, Ocon, Renault, mariage parfait ou mariage de raison ? Vous n'avez plus qu'à commenter et nous donner votre avis. Allez, on passe tout de suite aux news parce qu'on a pas mal de choses à voir pendant les news. Deux nouvelles qui nous ont ravis ou pas. D'ailleurs, on va voir ça bien sûr avec nos pistonnets tout de suite. On attaque avec le concept F1 2021 dévoilé par Ross Brown il y a maintenant quelques jours. Regardez ce nouveau dessin, on va dire. Même si je crois que l'aileron avant n'est pas encore tout à fait définitif. On a donc ce concept. Je voulais avoir un petit peu votre avis sur ce concept tout à fait futuriste. Vous allez voir, on a plein d'autres images concernant à quoi pourrait ressembler. Regardez cette Formule 1 en 2021. Est-ce que ça vous a plu ? Et en allant un petit peu plus loin, parce que je sais que Pierrot a sorti aussi une vidéo sur le sujet, qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que ce design va apporter de plus, bien sûr, à la Formule 1 ? C'est un concept. Alors là, c'est les images qui ont été diffusées il y a un petit moment déjà, qui donnait la première tendance qu'on voulait avoir pour 2021. La grosse nouveauté, en fait, va être l'effet de sol, le retour de l'effet de sol, pour justement avoir des voitures qui se suivent de encore plus près pour pouvoir se dépasser plus facilement. C'est la grosse nouveauté technique aérodynamique, on va dire, sur ce concept 2021. Donc ça va être pas mal. Ça ressemblera pas tout à fait à ça, parce qu'ils ont déjà mis une maquette en soufflerie qui est moins classe, qui est peut-être un peu moins classe, mais que moi j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Donc voilà, normalement on devrait peut-être voir la disparition du DRS aussi. Donc moi j'ai été ravi. Donc pour être très honnête, l'esthétisme, ça m'est égal en fait. On a connu des F1. Lui, il n'aime pas les voitures. Non, mais on a connu ces 10-15 dernières années des F1 très belles, des F1 absolument laides, horribles. Donc oui, non, mais on a eu de tout. Parce que 2009, j'avais envie de dire important personnellement. Mais... Le plus important, c'est ce que tu disais, c'est cette faculté qu'auront ou pas les voitures à se suivre. Bah, a priori, avec l'effet de sol, c'est mathématique. Hein. C'est juste de la physique. A priori, elle devrait pouvoir se suivre. Mais derrière, surtout, ce que je retiens, c'est l'abandon des bargeboards et des sidepods. Et ça, pour l'air, c'est primordial pour pouvoir se suivre. Après, le problème, ça va être
comment les écuries vont faire leurs diffuseurs. Est-ce que, parce qu'on sait comment Red Bull l'a fait en 2009, et Red Bull était très difficile à suivre à cette époque-là avec ce diffuseur-là. Donc, faut voir s'il y a une réglementation particulière sur ce diffuseur. Oui, alors justement sur la réglementation, les Pat Simons et Nicolas Tombassis qui s'occupent à la FIA de pondre ce règlement-là sont en train de voir justement les zones grises de ce règlement pour éviter que les équipes trouvent des points faibles pour pouvoir justement faire en sorte que, dans la brèche. C'est ça. Pour faire en sorte, pour éviter qu'on ait une écurie qui trouve la parade, pour éviter pour faire en sorte leur voiture ne soit pas facile à suivre. Donc ils vont laisser une grande liberté de réglementation, sauf si c'est pour encore plus perturber le sillage aérodynamique que laisse la voiture. Auquel cas, là, effectivement, ils essaient de couper un peu les... Le problème, c'est qu'à chaque changement majeur de réglementation, la FIA ne part pas justement à tous ces vides juridiques entre guillemets. Mais là c'est plutôt bien parti. Oui, ça a l'air d'être mieux fait. Mais c'est vrai qu'en 2009, en 2014, on s'est retrouvé dès le début avec une voiture qui dominait les autres parce qu'ils avaient mieux compris en fait. Brown en 2009, c'était intolérable. Mercedes en 2014, je n'en parle même pas, ils prenaient un tour à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est primordial. Qu'est-ce qu'il y a ? Intolérable. C'est intolérable. Les mecs qui débarquent avec leur bagnole, là, ils l'ont racheté 1 € l'écurie, ils se pointent. Terminé, on gagne tout, on repart. Qu'est-ce qu'on fait ? On vous laisse le pourboire ou pas ? Non, attends. Merci Toyota aussi à l'époque. Merci Toyota aussi à l'époque. C'est vrai. Merci Honda, je veux dire. Pardon, oui, Honda. Toyota était bon quand même. Bref. L'autre nouvelle, les amis, c'est peut-être la nouvelle la plus importante. Quand elle est tombée, Pierrot était au souk, en train de filer de Marrakech. Brice était au Cap d'Agde, mais avec son maillot de bain. Et Hamza, lui, était au boulot. Ouais. Voilà, exactement. Dur la vie. C'est l'échange entre Alex Albon, bien sûr, et Pierre Gasly. On a parlé un peu d'Alex Albon en début de cette émission. Là, je voulais avoir votre avis, un avis fort, forcément, sur cet échange. Honnêtement, qu'on n'attendait pas. Non, on n'attendait pas. Ça a été plus ou moins dit. Alors oui, c'est vrai que la déclaration d'Horner au micro de Canal+ allait dans le sens où on n'a pas encore décidé, et non pas Gasly va finir la saison, mais on n'a pas prévu pour l'instant de faire un changement en milieu de saison. Il y a un seul truc à dire là-dessus, c'est que c'est intelligent s'ils veulent bosser pour avoir leur numéro 2 à Verstappen. Donc c'est une bonne chose intelligent, d'accord. C'est intelligent de tester Gasly. Bon, on a vu ce qu'il valait. On va tester Albon. On va voir ce qu'il valait. On sait ce que vaut Fiat et peut-être qu'on aura Hülkenberg. Donc ils se ferment zéro opportunité et ils pourront prendre la bonne décision au moment de faire le choix. On se posait la question, en tout cas je me posais la question lors de la dernière émission, est-ce que Red Bull se concentre sur la fin de saison 2019, aller chercher pourquoi pas la deuxième place au constructeur ou sur 2020. Là on a clairement la réponse. Effectivement, c'est un choix malin. On ne peut pas dire que ce soit complètement scandaleux de rétrograder Pierre Gasly. On verra ce que donnera Alex Albon avec la Red Bull. C'est pas scandaleux de rétrograder Pierre Gasly, c'est scandaleux de le rétrograder quand tu as dit que tu n'avais pas l'intention de le changer. Et franchement, d'accord. Bravo Red Bull, quelle classe. Non, alors faut revoir les déclats parce que c'était pas tout Nous à fait. Nous n'avons pas l'intention de changer son baquet. Au cours de le destin de Pierre Gasly est entre ses mains, c'est ça qu'ils ont dit. Mais effectivement. Après la Hongrie. C'est vrai que pendant les vacances, faut qu'il fasse une bonne partie de pétanque pour pas se faire virer. Après, on va pas faire les naïfs, les amis. La F1 est un monde impitoyable. Le sport est un monde impitoyable. Moi, ce qui m'étonne, c'est est-ce que vous dites pas à un moment donné que ça peut être dangereux pour leur filière, dangereux pour Albon si ça ne fonctionne pas, dangereux pour Gasly si tu le flingues. Ça a déjà été dangereux pour Kvyat. Ça peut flinguer de carrière, oui. Et puis ils sont pas là pour ça. Ils ont perdu Ricciardo. Ouais. Ils ont perdu Ricciardo parce qu'au bout d'un moment, en fait, il voulait Verstappen, c'est tout. Enfin, voilà, il a préféré partir dans une écurie dont il savait. Alors certes, il avait une idée d'un projet un peu meilleur, mais il savait qu'il partait dans une écurie moins bonne parce que la gestion Red Bull, elle est impitoyable. Elle est impitoyable au point de bafouer totalement le respect, quoi. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est là pour performer. Ouais, mais c'est un sport de gentleman aussi, tu vois. Enfin, il y a un moment donné. Non, mais attends. Ça fait longtemps que c'est plus un sport de gentleman, malheureusement. Hein. Non, mais attends, mais ça, je suis désolé, mais ce qui s'est passé, dire ça, conforter Gasly et d'un coup d'un seul changer de fusil d'épaule, mais d'une manière pendant les vacances, il a dû lui envoyer un SMS. C'est comme quand tu largues une meuf quand t'as 14 ans. Ah, il l'a appelé à 8h du matin. Helmut Marko appelle ses pilotes toutes les semaines. Oh, c'est vrai en plus. Pour dire à Gasly, t'es pas bon. Il fait des canulars, t'es pas bon. Helmut, le JR, bien sûr, de ce monde impitoyable de Red Bull. Chers amis, on referme ces news. On va tout de suite attaquer le quiz et vous allez voir un nouveau concept. Voilà.
en 3 parties, comme un week-end de Grand Prix, sans les essais. On va commencer tout de suite avec la qualif, on enchaînera sur la course et il y aura le point symbolique du meilleur tour qui peut se terminer en Super Banco, bien évidemment. On ne sait jamais. Je hais ce concept. On attaque les qualifs, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Vous avez le main sur la manche, etc. Oui. Eh bah. Non, mais au sens, on s'est entendu, au sens Formule 1 du terme. Une question pour ces qualifications. Celui qui répond commencera le quiz suivant. Qui sont les 2 champions du monde à avoir remporté leur premier Grand Prix en Belgique? Michael Schumacher. Non, il me faut sortir les 2. Si vous sortez qu'un seul, ça marche pas. Graham Allez-y. Jim Clark. Michael Schumacher. Et Schumacher. voilà, c'est Hamza. Hamza part en pôle du coup de notre quiz énumération. Jim Clark en 62, Schumacher en 92 et peut-être un jour. Calme-toi, donc, Pierre. Charles Leclerc 2019. Chers amis, c'est l'heure de la course désormais. On va partir puisque on va se projeter un peu sur l'Italie. Ce week-end, c'est Monza et on va partir sur un quiz énumération. La pole est pour bien sûr Hamza. Quiz énumération. Les pilotes Ferrari Ton stylo. ayant, d'ailleurs passe pas ton stylo, ouais, excuse-moi, j'oublie à chaque fois. Les pilotes Ferrari ayant gagné à Monza. Qui sont les 10 pilotes Ferrari à avoir gagné à Monza? C'est dur ça. C'est pas facile. Valait mieux prendre la pole, c'est quand même Ah ouais, la c'est peau, quoi. clair. J'espère bientôt Charles Leclerc. Alors vas-y Hamza, je te laisse commencer. Michael. Schumacher, c'est bon. Fernando Alonso. Fernando Alonso, oui, c'est bon. Ah ouais, j'en ai 2 en tête. Ma feuille était un peu coupée d'ailleurs. Niki Loda. Niki j'en Loda, sais c'est rien. faux, éliminé. Abandon dès le premier tour. Ah ouais, là, Verstappen. La Red Bull. La Red Bull, la ceinture, ouais, merci. Voilà. À vous, messieurs. voilà, il y avait Réfléchissez. Il y en a c'est dur, forcément, hein. il y en a dont on a parlé depuis le début de cette émission. Ah bah, Il y en a un que vous n'avez pas cité des temps modernes. Felipe Massa. Non, c'est faux, éliminé. Si t'en as un, t'es bon. Ascari. Oui, il l'a. On regarde tout de suite les réponses que vous avez oubliées, bien sûr, chers amis. Rubens Barrichello, vous ne l'avez pas cité. Gerhard de Berger, vous ne l'aviez pas non plus. Jody Scheckter, Claire Gazzoni, Oh, le PNG de Schumacher. Scarfiotti, John Surtees et Phil Hill, bien évidemment. Les voilà les 10 vainqueurs chez Ferrari lors d'un Grand Prix de Monza. Brice, vainqueur donc de cette ceinture. C'est quand même quelque chose. Tu recommences l'année sur de bonnes bases. C'est un peu le Romain Grosjean de notre quiz quand même. J'étais C'est Valère Jean Germain la dernière fois, maintenant je suis Saison Romain Grosjean. 2018, bien évidemment. Le meilleur tour, chers amis, je vais vous montrer une photo. Une photo qui est peut-être le podium le plus émouvant de l'histoire de la Formule 1. C'était à Monza en 1988. Gerhard Berger l'avait emporté. Doublé de Ferrari cette année-là. C'était quelques semaines après la mort d'Enzo Ferrari. Une ambiance incroyable à Monza. Qui était l'autre pilote Ferrari sur ce podium ce jour-là? 88. Je crois même, je peux vous donner un indice, c'était un Italien, je crois. C'est dur ça. C'est très très dur. Ah, ça c'est très dur. Vachement dur la Bah, c'est vache. dur. En fait, je le dis parce qu'il y a des anciens qui nous regardent, qui doivent se dire mais Alors. c'est pas possible. Quel Berger. truc et tout machin. C'est aussi, on a une jeune génération. Attends, mais 88. Vous n'étiez pas né, mais Par Agassi, moi-même, c'est par Agassi, on se trompe pas. j'étais tout juste un fœtus dans cet été 88. Oh là 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 Vous l'avez là 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 là. Bah, je suis un indice parce que. Vous l'avez pas? Attends, c'est un Italien. C'est un Italien. Son prénom c'était C'est Gunther c'est Steiner. une sorte de Michel. Tu sais, nous on dit Michel, mais de l'autre côté des Alpes ils disent différemment. Michele De Angelis. Non, c'est faux. Bah, Michele Ah, du coup. Je l'ai pas. Je sais pas. Michele Alboreto. 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 Pas de meilleur tour dans ce Grand Prix, c'est chose très étonnante, Quel est mais ça peut Alboreto? arriver, chers Putain, bien amis. joué, hein. La question était spécialement je l'avais pas très très dure. C'était pour vous, chez vous. Je sais que vous l'aviez bien évidemment. Enfin bref, voilà, ce quiz se termine. La ceinture, elle reste bien sûr pour notre ami Brice Germain, qui ne prend pas ce petit point du meilleur tour, mais c'est pas grave. On a passé une très très belle émission à vos côtés. On se souhaite et on vous souhaite un très bon week-end, bien sûr, italien, en espérant qu'il soit un petit peu plus réjouissant que celui du week-end dernier. On se retrouvera d'ailleurs mercredi prochain pour cette prochaine émission. Une immense pensée forcément à Antoine Hubert, à sa famille, à ses proches. Et nous, on est ravis de vous retrouver une semaine encore. Bonne journée à tous Ciao. et à très vite les amis. Ciao.